Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est évidemment un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour cette commémoration des 50 ans du bâtiment de l'Institut Fourier. Je ne vais pas faire un long discours parce que ce n'est pas à moi de retracer l'histoire du bâtiment. Il y a plein de gens dans la salle qui seront plus compétents que moi pour le faire. J'aimerais quand même dire quelques mots sur ce que nous commémorons aujourd'hui, en particulier pour les plus jeunes d'entre nous. Donc j'ai pu écrire dans les messages que j'ai envoyés pour annoncer cet événement, parler d'un jubilé de l'Institut Fourier, mais cette formule est complètement fausse. Évidemment, notre laboratoire n'a pas été créé il y a 50 ans, et l'Institut Fourier encore moins. En fait, si nous fêtions un anniversaire de l'Institut Fourier, ça serait plutôt le 80e que le 50e, parce que c'est apparemment en 1936 que les mathématiciens et les physiciens ont emménagé place Doyen-Gosse, près de la gare, dans un bâtiment de la Faculté des Sciences qui a porté pendant au moins 30 ans le nom d'Institut Fourier. Un témoignage de cette époque est fourni d'ailleurs par le nom de notre revue, les Annales de l'Institut Fourier, qui ont pris la succession en 1949 des publications de la Faculté des Sciences. Il s'agissait d'une revue pluridisciplinaire, comme son nom l'indique. D'ailleurs, dans le premier volume de 1949, vous trouvez un article de Louis Néel intitulé « Preuve expérimentale du ferromagnétisme et de l'antiferromagnétisme » qui, je crois bien, ne correspondrait pas très bien à la ligne éditoriale actuelle. Mais sous la direction de Marcel Brelot, cette revue va rapidement devenir une revue de mathématiques et même une excellente revue de mathématiques qui contribuera beaucoup à la visibilité du site. Quand on se rappelle la période dont nous parlons, c'est-à-dire dans l'après-guerre, il faut aussi rappeler que la communauté universitaire, partout en France, connaissait une croissance alors sans précédent et sans répétition à ce jour. Pour citer quelques chiffres, dans l'année 47-48, la Faculté des Sciences dans son ensemble comptait en tout et pour tout 20 professeurs et maîtres de conférences et 18 assistants et chefs de travaux, ce qui faisait 38 personnels enseignants, dont 3 mathématiciens. Un de ces mathématiciens était d'ailleurs Jean Kunzmann, ancien algébriste, qui allait fonder à partir du début des années 50 le laboratoire de calcul qui allait ensuite donner naissance à toutes les mathématiques appliquées et l'informatique à Grenoble. 10 ans plus tard, les effectifs sont de 91, dont 8 mathématiciens. Un de ces mathématiciens est bien sûr Claude Chaboty, arrivé de Strasbourg en 1954 et qui va jouer un rôle absolument déterminant dans le développement du laboratoire de mathématiques. Et puis, encore 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 67-68, les effectifs sont de 510 enseignants, dont 78 mathématiciens. C'est une croissance incroyable, évidemment, qui ne s'est jamais reproduite, et on mesure quelle a dû être la tâche, rien qu'au niveau du recrutement, qu'ont assumé les gens à l'époque, et en particulier Claude Chaboty pour le développement du laboratoire de mathématiques. Évidemment, avec une croissance pareille, les locaux de la place Doyen-Gosse ne suffisent pas, d'autant plus, si j'ai bien compris, qu'ils étaient occupés dans leur majeure partie par les physiciens. Au début des années 60, sous l'impulsion notamment du doyen Weil, les autorités réfléchissent à la création d'un campus hors ville à l'américaine. Les premiers bâtiments en 1963 sont ceux des mathématiques appliquées, les bâtiments A, B, C, D, actuellement éparpillés entre la rue des maths et la rue de la chimie. Et puis bien sûr, Chaboty œuvre efficacement pour que les mathématiciens, eux aussi, disposent d'un bâtiment qui leur offre des conditions de travail, d'espace et de confort sans aucune commune mesure avec ce qu'il y avait place Doyen-Gosse. Et c'est le bâtiment actuel qui est inauguré en 1966. Il porte alors le nom de laboratoire de mathématiques pures. Le mot pur, mathématiques pures, apparaît à ce moment-là, probablement par réaction avec mathématiques appliquées, et comme pour éviter la contamination, dira Jean Kunzmann. C'est d'ailleurs sous ce nom-là que ce bâtiment figure encore, en général, sur les plans et cartes de la ville de Grenoble. Je ne sais pas exactement quand notre communauté s'est réapproprié le nom d'Institut Fourier. Peut-être que des gens dans la salle pourront nous éclairer cet après-midi. Probablement, les Annales de l'Institut Fourier ont joué un rôle, parce que la revue s'appelait Annales de l'Institut Fourier, mais l'Institut Fourier, en tant que tel, avait cessé d'exister. Les physiciens ont aussi déménagé de la place Doyen-Gosse et les bâtiments là-bas ont été réaffectés probablement à l'Institut universitaire de technologie qui a été créé, lui aussi, en 1966. J'aimerais aussi mentionner que 1966, c'est aussi une date extrêmement importante pour la bibliothèque de mathématiques, qui était avant la bibliothèque d'un petit service et qui, grâce à des espaces beaucoup plus importants, va pouvoir accueillir l'ensemble des collections mathématiques de la bibliothèque universitaire et devenir ce qu'on appelle maintenant une bibliothèque associée. Ceci d'autant plus que Chaboty, toujours lui, réussit, j'aimerais bien savoir comment, à convaincre la commission du CNRS d'affecter coup sur coup 3 bibliothécaires dans cette bibliothèque. Et d'un seul coup, la bibliothèque prend une importance nationale qu'elle a conservée jusqu'à aujourd'hui.
Bon, je ne vais pas tracer l'histoire depuis cette époque. Il faut aussi mentionner que toujours sous la direction de Chaboty, le laboratoire devient associé au CNRS vers 1974 ou 1975. Et puis, puisqu'on parlait du nom de Fourier, eh bien, alors que pendant un temps, probablement entre 1966 et le début des années 70, ce nom n'était plus utilisé, voilà que l'université elle-même décide de s'appeler Université Joseph Fourier en 1987, ce qui a rendu la signature du laboratoire quelque peu redondante pendant une trentaine d'années. Maintenant, c'est terminé, puisque vous le savez, c'est l'Université Grenoble-Alpes qui existe depuis la fin de l'an dernier. Donc, nous sommes de nouveau les uniques dépositaires du nom de Fourier. Bon, je vais m'arrêter là. Je veux simplement ajouter quelques remerciements que je ne souhaite pas écourter. Donc, tout d'abord, l'initiative de cette commémoration ne vient pas de la direction du laboratoire, qui est chroniquement accaparée par la gestion des tâches quotidiennes. Donc, je remercie bien sûr Jacques Guesky et Gérard Besson de nous avoir rappelé qu'il y avait des choses importantes à fêter cette année. Bon, en réfléchissant bien, il n'y a pas que l'anniversaire du bâtiment, on pourrait songer à d'autres anniversaires cette année, mais au moins celui du bâtiment. Je remercie tous les anciens qui ont adhéré à cette idée immédiatement, qui se sont laissés interviewer, qui ont préparé des contributions pour cet après-midi. Je remercie bien sûr les conférenciers prestigieux que nous avons invités, qui nous honorent de leur présence et que nous nous réjouissons d'écouter. Je remercie les représentants des tutelles, auxquels je vais donner la parole tout de suite, Éric Saint-Amand, Daniel Lançon pour l'Université Grenoble-Alpes, Zuber Zadvat pour le CNRS. Et puis, bien sûr, je souhaite remercier tout particulièrement le personnel administratif de l'Institut Fourier, en particulier Céline, Ariane, Fanny et Romain, qui se sont investis dans la préparation de cet événement avec beaucoup d'enthousiasme, qui ont fouillé les archives du bâtiment qui dormait dans le bureau du directeur, en ont extrait des plans et des documents qui sont affichés dans la salle où nous prendrons le buffet, qui ont préparé techniquement les contributions de cet après-midi et tous les détails pratiques.